que de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourrait-il aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? On prend-tu les outils NeverSync pour... Ouais, NeverSync ici. Je vais prendre les différentes attaches. Good! Je pense qu'il y aurait besoin d'un petit regonflage de pneus, ouais. Ouais. Tu sais, on passe-tu par là? J'aimerais ça aller voir ces screens-là, de quoi ils ont l'air. Pas ces screens-là, mais ces laitues-là. On passe par ici, Jus? Ah, par là-bas? Ouais. J'allais tourner du mauvais bord. Bonjour, nous sommes Anne-Claude Et Justine. puis bienvenue à La Fermette. Nous, dans le fond, notre intérêt pour l'agriculture a commencé en ville, étrangement. Ça peut paraître paradoxal, mais on habitait vraiment plus en milieu urbain. Moi, je suis née à Montréal. Puis, c'est ça, on s'est mis à s'intéresser à des projets de jardinage urbain, d'agriculture urbaine. Fait que c'est ça, notre premier contact vraiment avec l'agriculture. Ça a été sur des toits, dans des jardins, dans des bacs. Ça a été aussi de l'apiculture sur les toits. Fait que tout ça, ça nous a beaucoup intéressés. Reverdir la ville, puis reprendre contact aussi avec notre alimentation. Est-ce que je pense que je vais passer un coup ici quand même? Ouais, oui, dans les allées des betteraves, c'est une bonne idée. Moi, je pense que je vais aller commencer les laitues juste là. OK, je te rejoins. OK. Cet outil-là, il est vraiment pratique parce que ça permet d'entretenir les allées comme en peu de mouvement. Puis c'est vraiment bien conçu pour ça. Tu as comme une houe oscillante assez large finalement. Puis c'est juste un mouvement comme ça d'oscillation qu'on fait avec la houe maraîchère. Puis ça donne vraiment des bons résultats. Annie, je devrais-tu prendre des seaux pour des rochers ou... Ben, peut-être après, on peut commencer par faire le... Mais je peux-tu passer la houe déjà dans les allées sans des rochers ou... Ben, ici, on l'avait-tu tout passé, la houe? Je sais plus, là. Je vais aller regarder. Bien, c'est ça. Dans le fond, comme je disais, nous, on avait vraiment envie de participer à des projets, dans le fond, d'agriculture urbaine pour reverdir la ville, pour créer des milieux, dans le fond, de rencontres, pour en apprendre plus aussi sur comment était produit, dans le fond, l'alimentation. Puis à un certain point, on trouvait ça vraiment intéressant, le processus d'être en ville, mais on trouvait que finalement, on avait le goût de produire à une autre échelle, de tester, dans le fond, si on n'aimerait pas ça, en faire comme plus un métier. Fait que c'est là qu'on est allé travailler sur des fermes périurbaines. Donc, on restait sur l'île de Montréal, on était dans l'ouest de l'île. Puis, c'est là qu'on a comme pu voir si justement, ça nous tentait de continuer dans ce domaine-là. Dans le fond, on est à la fin du mois de septembre, puis on arrive vraiment dans une autre saison de récolte. Pour nous autres, nous, à la fermette, on fait beaucoup de tomates ancestrales, beaucoup de solanacées, poivrons, aubergines, puis plein de verdure toute la saison.
Mais là, en septembre, c'est fun puisqu'on switch. Il y a des produits qu'on garde vraiment pour la fin. On fait une autre sorte de carotte à la fin, une petite nantaise, super sucrée. Plus il fait froid, plus les légumes sont sucrés aussi. On embarque dans les épinards. Puis on a quelques produits comme ça, comme les radis d'hiver que je peux te montrer, qui sont vraiment des nouveaux produits qu'on amène au marché. Puis là, les gens les retrouvent ou les découvrent. Fait que c'est vraiment le fun aussi de passer à une autre saison un peu. Fait ça ici, c'est comme une de nos parcelles de radis d'hiver. C'est vraiment comme le genre de légumes qui est vraiment meilleur finalement en fin de saison. Quand il attrape des petits gels comme nous, ça fait 2 nuits là, où on est proche de zéro. Puis c'est vraiment comme un légume de conservation. Donc ça peut vraiment bien substituer le radis français ou le radis rond finalement au marché, dans les salades puis tout ça. Puis tu sais, il a l'air de rien comme ça, on l'amène au marché. Mais finalement, quand on le coupe, c'est un légume super coloré, super sucré, vraiment beau. Fait que des fois, on fait juste le couper puis on le montre au marché puis les gens sont super intrigués, ils connaissent pas, mais c'est vraiment des beaux petits légumes de spécialité finalement qu'on essaie de faire. Tu sais, c'est vraiment les maraîchers bio en général qui vont avoir ce genre de légumes. Ça, c'en est un autre qui est mauve, super beau aussi. Fait que les gens peuvent s'en servir comme tout l'hiver pour râper, hacher dans des salades, mettre du croustillant puis vraiment comme de la couleur. Vraiment le fun. Fait que ça, c'est des nouveautés de ce mois-ci. Sinon, on a des petites carottes aussi, tout ça. Donc, c'est vraiment comme des beaux légumes à présenter finalement en fin de saison, quand il y a encore de la fraîcheur finalement. Non, Chester, pas pour toi. Jacuzzi. Fait que c'est bien le fun à voir. Ça fait des bulles. Non, c'est pour laver nos verdurettes. Ici, à la fermette, on fait beaucoup de verdurettes, beaucoup de roquettes, beaucoup de mesclun, du petit kale, de la petite moutarde, tout ça. Fait qu'en ayant ça, puis en pouvant envoyer des bulles, bien, ça permet de pré-laver, dans le fond, le mesclun pour pas qu'il y ait de terre, pas d'insectes, pas tout ça. Puis après ça, bien, on peut le faire l'essorer puis l'emballer. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est fait presque avec rien, puis ça marche vraiment bien. Bien, c'est ça. Sinon, nous, on fait des récoltes 2 fois par semaine à la fermette. Fait que c'est le mardi pour la livraison qu'on fait au restaurant, au chef le mercredi. Puis un petit marché fermé aussi qu'on a le mercredi soir. Puis sinon, notre grosse récolte, c'est le vendredi pour notre marché du samedi qu'on a dans le Vieux-Port de Montréal. Fait que c'est vraiment chaque légume qu'on vend est récolté la veille. Fait que c'est vraiment des produits super frais qu'on vend tout le temps. Puis cette salle, en fait, c'est notre salle de conditionnement qu'on appelle vraiment comme extérieure, minimale, mais bien pensée. Donc nous, on a tout fait des tests de design, on a déplacé des meubles, on a simulé des récoltes quand on l'a réfléchi au début. C'est juste vraiment pour avoir un système qui est peu coûteux, finalement, mais qui est très efficace. Donc ici, on a un lavabo, les légumes arrivent de là, on lave les bottes, on les égoutte, on les fait sécher, on les empaque, ça s'en va dans le frigo par là. Le frigo est à côté de la porte de garage, ça sort dans le camion. Fait que c'est juste vraiment, tu sais, avec peu de moyens, finalement, juste de faire quelque chose de, finalement, d'efficace puis qui est bien réfléchi. Ils ont tellement grossi, les laitues, juste là. Ouais, hein? C'est vraiment cool à voir. Je pense qu'ils ont juste une semaine d'avance sur celle-là ici. Ah ouais? J'adore la Boston rouge à date. Ouais, belle. Si elle peut pommer un peu, là. En fait, dans le cadre de cette expérience-là, on a eu comme un stage, entre autres, au Centre Paul Roulant, qui avait une petite ferme vraiment sur l'île, une ferme périurbaine qui alimentait aussi sa cuisine, puis des partenaires, en fait, qui étaient abonnés à des paniers en ville. Puis nous, à ce moment-là, je pense qu'il y a vraiment eu un déclic. Ça a été un super modèle. On s'est dit, waouh, nous, on se voit à cette échelle-là produire. C'est un jardin de production, un jardin où il y a vraiment plusieurs légumes qui poussent, un gros volume dans le fond, mais qui reste un petit jardin, puis quelque chose qui nous semblait vraiment comme à une échelle réalisable pour nous autres. C'était à une échelle humaine, c'était non mécanisé. Si on est une ferme, on n'a pas de tracteur. C'est comme un grand jardin. Fait que tu sais, c'est comme un modèle finalement qui même, on y a même pensé peut-être le faire en ville.
Puis finalement, ben, on a été attirés par la campagne après notre expérience. On a fait 2 ans à la ferme des Quatre Temps. Puis donc la ferme des Quatre Temps, c'est une ferme bio-intensive. C'est dirigé par Jean-Martin Fortier qui a comme popularisé beaucoup ce modèle-là. Donc c'est ça, c'est vraiment l'idée de travailler intensivement sur une petite surface, donc de faire des successions de cultures. Étant donné qu'il n'y a pas de tracteur, tout peut être plus rapproché, la densité peut être augmentée, donc les rendements sont aussi augmentés. Puis ce modèle-là nous a beaucoup interpellés parce que justement, autant on pouvait le transposer dans un milieu urbain, périurbain, à la campagne, tu sais, il y a comme plusieurs manières de le modeler finalement. Puis je pense que c'est ça, c'est un modèle à la base. C'était pas si éloigné de notre intérêt d'agriculture urbaine, justement parce qu'on se disait si on va en ville, sur un toit ou quoi que ce soit, une manière de rentabiliser de pouvoir vivre de notre production, ça serait ce genre de jardin-là, tu sais. Fait que je trouve que ce qui est intéressant à dire quand même pour notre modèle, c'est que nous, sur cette planche-là, il y a eu une autre culture avant la laitue, c'est sûr. Même des fois, on fait jusqu'à 3 successions. Ça veut dire, par exemple, qu'on va partir l'année avec des épinards. Après ça, on va mettre des carottes sur le même espace. Puis après ça, par exemple, on va finir avec une culture rapide comme la roquette qui prend 30 jours à devenir à maturité. C'est vraiment ça qui fait la spécificité du modèle. Ça fait qu'au final, on cultive peut-être sur moins qu'un demi-acre. On cultive sur moins qu'un acre. Mais tu sais, ça fait que vu qu'on implante plus qu'une culture par espace, tu sais, c'est comme si on avait une plus grande superficie. Tu sais, je sais pas si c'est clair. Ah, ici, c'est déjà fait. Ouais, ça, on avait passé déjà. Ouais. On pourrait peut-être Mais venir ça chercher n'avait pas une été terre, désherbé comme je fais, ou ça l'avait été désherbé? Non. Ouais. Je vais me prendre une houmme aussi pour l'autre. En fait, un des produits qu'on essaie de garder frais au jardin le plus longtemps possible, c'est les carottes. T'sais. En fait, de façon générale, les gens vont vraiment comme avoir une grosse récolte de carottes en fin de saison. Puis souvent, les maraîchers ils retirent les feuilles puis ils les gardent comme dans des bennes ou dans des réfrigérateurs pour faire du légume de conservation. Puis nous, vu qu'on n'a pas nécessairement ces espaces-là qui sont conçus pour la conservation ni les équipements pour bouger des grandes quantités de légumes, on se dit que notre garde-manger pour l'automne, c'est le jardin. Puis on essaie en fait de prolonger la saison des carottes dans le jardin puis de les cueillir fraîches finalement comme ça, en botte le plus longtemps possible. Ça, c'est nos avant-dernières carottes. Finalement, on les plante plus tard que ce qu'on ferait traditionnellement là, si on voulait juste comme les sortir le plus grosses possible sans les feuilles. Puis on en a une génération un petit peu plus jeune là-bas. C'est vraiment ça qu'on va essayer de récolter jusqu'en novembre. Là. Même si ça gèle, tout ça, c'est vraiment l'idée de conserver des carottes qu'on peut botter finalement. Puis ce qui est intéressant pour les carottes, c'est que c'est de plus en plus sucré à mesure qu'il fait plus froid. Tu sais, quand les carottes se prennent un gel, les sucres ont tendance à se concentrer. Et ça fait vraiment comme un autre produit, une carotte vraiment de super bonne qualité, que c'est vraiment le fun d'avoir au marché jusqu'à la fin. En fait, nous, quand on a démarré notre projet ici, La Fermette, bien, on l'a fait avec en partenariat finalement avec 2 restos aussi à Montréal. Puis je dirais que le projet s'est vraiment créé de façon commune. Donc, eux cherchaient de leur côté des maraîchers pour démarrer une petite ferme pour approvisionner leur restaurant, finalement, pour donner une dimension plus, en fait, à leur approvisionnement de légumes, une dimension plus écologique, en fait, avec un lien plus fort. Puis nous, de notre côté, on cherchait aussi des partenaires, parce qu'on a toujours apprécié de travailler dans des équipes, en fait, d'avoir des gens avec qui aussi discuter puis échanger des idées. Puis on s'est vraiment rencontrés à la ferme des Quatre Temps, encore une fois, grâce à l'entremise de Jean-Martin. Puis là, c'est vraiment là que notre rencontre a eu lieu, puis qu'on a commencé à imaginer notre modèle, notre projet. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est que La Fermette, ce serait une ferme qui, entre autres, travaillerait beaucoup avec ces restaurants-là. Donc, il y aurait une grande partie de notre production qui irait directement dans les cuisines pour vraiment approvisionner de façon saisonnière là, les menus là-bas.
Donc, je pense qu'il y a un intérêt grandissant pour l'agriculture au Québec. Je pense qu'il va y avoir une relève. Tu sais, nous, on n'était pas du tout dans ce milieu-là. Ce qui nous a vraiment appelé aussi à faire de l'agriculture, c'est la recherche de sens. Pour nous, on avait le goût de faire une agriculture qui était écologique, une agriculture pour nourrir. On avait le goût aussi de travailler de nos mains, mais tout en ayant un contexte où on ne fait pas la même chose toute la journée. Tu sais, on a 30 variétés, c'est très diversifié, c'est stimulant, c'est valorisant. On a aussi le rapport direct. Tu sais, nous, on fait de la vente directe. Fait qu'au marché fermier, on rencontre les clients. Fait que ça aussi, c'est nourrissant. Fait que tout ce modèle-là, je pense qu'il attire du monde aussi. Parce que c'est comme, des fois, on a l'image de nos grands-parents, même ou nos arrière-grands-parents, il y avait une agriculture de misère, entre guillemets, là, de survie, donc des conditions très difficiles. Oui, ça reste difficile, mais ça reste un beau métier, puis c'est tellement important, c'est pour nourrir, tu sais, c'est la base de la vie, finalement. Fait que je pense que ce sens-là rejoint de plus en plus de gens, que ça soit à une échelle de jardiner dans sa cour ou à une échelle d'avoir le goût de faire du bénévolat dans des fermes ou de partir son projet, tu sais. Il y a cette espèce d'appel-là de reconnecter avec la nourriture puis de retrouver ce sens-là, justement. Ici, on est dans notre serre de tomates. Donc, on va aller voir Hélène, qui a travaillé avec nous toute la saison, notre employée, qui est en train de drageonner les tomates, puis des abaisser. En fait, on est vraiment en fin de saison. Là, on leur a coupé la tête. L'idée, c'est juste de maintenir les fruits qu'ils ont dessus, puis de les récolter au fur et à mesure qu'ils mûrissent. On est vraiment dans les derniers milles de notre serre de tomates. Nous, on la pousse jusqu'à la mi-octobre, donc il reste environ 1 mois. Hélène, on va te présenter à la télé communautaire du Sud-Ouest, Montérégie. On va te présenter à la Montérégie Sud-Ouest. Donc c'est ça, ici c'est les tomates cerises. On a fait des petits casseaux, on en a vendu au restaurant toute l'année. Vraiment, c'est un grand vendeur. Elles sont vraiment bonnes, vraiment sucrées, vraiment juteuses. Puis à chaque semaine, il fallait faire le travail qu'Hélène fait là. C'est beaucoup de travail, les tomates. Les drageonner, les abaisser, les effeuiller, les récolter. Surveiller aussi que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de maladie, pas d'insectes. C'est comme un gros morceau de la fermette. Je dirais que c'est un gros 30 %. Autant des revenus, autant de l'énergie, autant des coûts. Fait que c'est le fun de vous les présenter. Nous, comme on démarre, dans le fond, il y a des jardins qu'on a cultivés cette année, des blocs où c'était la première fois qu'on cultivait quelque chose. Comme ici, c'est un exemple. Fait qu'on a fait les premières planches, puis on s'est dit, bien, il faut absolument cultiver quelque chose qui va être sous paillis, là, sur le paillis de géotextile, parce que sinon, bien, la mauvaise herbe, puis bon, c'est vraiment plus difficile à gérer là, quand tu es au début, une première fois, quand tu viens de... Bien, quand c'est un retour de prairie, finalement, là. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on a cultivé des cornichons ici puis des courges, nos courges d'hiver. Fait que là, on les a toutes récoltées. En fait, il annonçait des gels ou presque des gels. Fait qu'on n'a pas pris de chance, on les a sortis. Fait qu'on les a temporairement mis dans la serre parce qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup d'espace chauffé à espace contrôlé. La serre, c'est un peu trop humide, mais ça a quand même l'avantage d'être chaud et d'être assez stable comme température. Fait qu'on a nos variétés de courges ici qu'on a mis là. On n'en produit pas beaucoup, c'est vraiment juste pour amener une petite diversité au marché là, en fin de saison. Permettre aux gens de faire quelques provisions aussi avec ça, mais c'est vraiment des beaux légumes finalement d'automne que les gens sont vraiment contents de retrouver au marché aussi. Fait que ça, c'est notre petite production de courges, mais on est quand même contents. Puis en temps normal, ici, ce serait plein de semis. Donc tout l'été, c'est vraiment des tables qui sont remplies de plateaux de multicellules avec les petits transplants qui s'en vont en champ. Donc, c'est un espace qui est comme utilisé à 100 % toute la saison. C'est juste que là, on vient tout juste de terminer nos implantations. Puis là, on a cet espace-là qui s'est libéré, heureusement. Donc, le timing est bon. Puis, on a aussi cet espace-là où on a retiré la toile cette semaine parce qu'on en a plus besoin, mais c'est une zone d'acclimatation. Finalement, les petites plantules qu'on va démarrer par d'ici. Dans le fond, c'est ici qu'elles commencent leur voyage, entre guillemets. Là, on sème ici, on arrose, puis on garde à peu près jusqu'à temps que ce soit prêt à transplanter en champ. Puis une semaine avant le transplant, on sort ça dehors pour acclimater finalement la petite plante à son environnement, à sa destination finale, mettons. Puis de là, on part en champ puis on va transplanter.
Bien, je pense qu'une des forces du modèle qu'on a, les jardins bio-intensifs, c'est qu'on peut commencer la saison très tôt, puis on peut la finir assez tard finalement. En fait, entre autres, parce qu'il n'y a pas de machinerie lourde qui doit entrer dans les jardins, donc on n'a pas besoin d'attendre que la terre soit complètement sèche, tout ça. Donc il y a moyen de travailler le sol sans l'abîmer, puis il y a moyen d'entrer dans les jardins très très tôt quand même en saison. On utilise aussi des tunnels chenilles, on en voit un derrière moi qui nous permet d'arriver plus tôt dans le jardin, puis de protéger les cultures contre le froid plus tard à l'automne aussi. On a des voiles thermiques, on utilise toutes sortes de petites stratégies finalement qui nous permettent de devancer notre saison. Comme nous, on a un premier marché, parce qu'on fait également des marchés fermiers, on a un premier marché le 1er juin. Puis à ce marché-là, déjà cette année, malgré un printemps assez difficile, on avait quand même une belle diversité végétale, beaucoup de légumes, des laitues, des épinards, puis même des petites racines comme les rabioles, les radis, tout ça. Puis grâce à notre serre aussi, qui est une autre stratégie pour devancer la saison, on avait également des tomates cerises, des petits concombres libanais. Fait que nous, c'est vraiment comme dans cet esprit-là qu'on travaille, d'essayer d'aller chercher plus tôt possible, plus tard possible, finalement. Bien, comme je te disais tout à l'heure, c'est une des stratégies qu'on utilise pour prolonger la saison. C'est tout simplement un tunnel chenille. Fait que c'est un espace qui n'est pas chauffé, qui est déplaçable. Donc nous, c'est la 3e fois qu'on le déplace cette saison-là. Bien, cette saison-ci, finalement. Il a commencé là-bas avec les premières laitues. Viens, Chester, ici. Les premières laitues, vraiment comme les premières récoltes étaient sous cet espace-là. Ensuite, on l'a déplacé sur l'espace où il y avait les solanacées, donc les tomates italiennes, des tomates, des cerises de champ, etc. Puis maintenant, on l'a déplacé une 3e fois par-dessus ces cultures-là, finalement, qui sont des cultures, nos dernières récoltes, nos dernières laitues. Fait que si tu veux, on peut rentrer là-dedans. Fait que de ce côté-là, on voit, on a des petites rabioles qui sont sous filet parce que bon, ils sont quand même susceptibles d'être un peu attaqués par l'altise. Donc le filet, c'est pour ça. Mais vraiment, la protection thermique, là, elle va être donnée par le tunnel. Ça va permettre d'accélérer la croissance aussi puis de garder comme l'espace quelques degrés plus chaud quand il va y avoir des nuits plus froides jusqu'à la récolte. Puis ici, c'est des laitues finalement, des laitues qui sont assez jeunes là, pour le temps de la saison, fait qu'on va essayer de les amener à maturité grâce au tunnel. Puis en arrière, on a aussi des petites laitues, une variété plus petite qu'on utilise pour notre mesclun finalement. C'est vraiment un espace tout simple qui peut se monter en quelques heures à 2 personnes. Puis c'est vraiment, disons que c'est low-tech, mais ça donne quand même des bons résultats. Je trouve aussi qu'il y a de plus en plus un intérêt à savoir comment a été produit l'aliment, d'où il vient, c'est quoi ses externalités, tu sais, ça vient-tu, ça a-tu voyagé sur des milliers de kilomètres, c'est-tu local, est-ce qu'il y a eu des produits dessus chimiques ou est-ce que c'est comme biologique, fait que toutes ces questions-là qui sont super légitimes parce que finalement c'est ça qui nous nourrit, puis c'est aussi l'impact que ça a sur l'environnement puis sur des gens, ben tu sais, s'il y a comme une conscience, une prise de conscience qui est prise dans une bonne partie de la population, fait que pour nous aussi c'est stimulant. Puis, tu sais, il y a vraiment un rapport de confiance qui se crée avec le consommateur parce que le consommateur, il nous voit arriver. Tu sais, nous, toute la semaine, on a été dans le jardin pour produire des légumes. Là, on récolte une grosse journée de récolte le vendredi. On arrive, on déballe le samedi. Tout est frais, récolté de la veille. Tu sais, on leur offre ces produits-là. Puis, ça, tu sais, pour nous, cette espèce d'échange-là, il y a quelque chose de magique. Puis, je pense que pour eux aussi, ils sont contents de retrouver leur fermier de famille, leur fermier de proximité. Fait que c'est vraiment humain, c'est vraiment comme... Pour moi, c'est un contact qui est important, puis ça fait partie de notre métier. Puis s'il n'y avait pas ça, bien, il manquerait quelque chose. Parce que c'est ça qui donne aussi, des fois, quand c'est plus difficile, tu sais, qu'on se souvient pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est aussi ce contact-là avec les gens. Fait que c'est ça, dans le fond, nous, on avait le goût d'essayer cette année de faire plusieurs variétés de radicchio. L'année passée, on en avait fait juste une. Mais c'est un légume qu'on apprécie beaucoup. Il est bon en fait en salade. Il y a plein de belles propriétés digestives et gustatives. Mais dans le fond, on avait envie d'avoir plus de variétés de ce côté-là. Fait que là, c'est vraiment une petite parcelle d'essai où on essaie 4 variétés. Puis on est quand même assez satisfait du résultat. Le radicchio, dans le fond, c'est vraiment comme dans la famille, c'est vraiment comme la famille de la chicorée. C'est vraiment amer, mais vraiment savoureux. Ça,
On enlève les feuilles extérieures, puis c'est vraiment à l'intérieur qu'on retrouve la couleur du radicchio qu'on connaît. Comme ça. Nous, on s'est inspiré de ça aussi pour notre logo. Qu'on aime bien ça. Ouais, ça sent bien. Bien, ça fait 2 ans qu'on est installé ici à Hemingford. Dans le fond, la première année, on a construit justement, on a tout aménagé un peu nos infrastructures, notre salle de lavage, notre serre. Il fallait travailler le terrain aussi. On partait d'une prairie. Avant, il y avait des lamas ici. Il n'y avait pas du tout un jardin maraîcher. Il a fallu dérocher aussi. On a Hemingford, c'est le joyau de la roche. Fait que, c'est le fun, ça donne du goût aux aliments, plein de bons minéraux, mais en même temps, il y a beaucoup de roches. Ça a été un défi. Ouais. Fait que ça a été comme une première grosse étape, beaucoup d'énergie. On a reçu beaucoup d'aide de notre communauté, nos familles, nos amis, nos collègues. Fait que c'était comme... Ça a été un super partage. Puis c'est ça, je pense, qui a tenu le projet en vie, en fait, qui nous a permis de le propulser. Oui, vraiment. Puis le partenariat avec les restaurants aussi, les équipes de restaurants qui venaient nous aider à faire de la construction. Donc vraiment, c'était cool. Puis là, cette année, on était plus comme en mode, OK, là, on explore notre équilibre, tu sais, jusqu'à combien d'employés, justement. Là, on avait une employée cette année, Hélène. Puis là, on s'est aperçu, OK, on aurait facilement pu en avoir 2, puis on aurait eu un meilleur équilibre de vie, tu sais, parce que c'est une chose, rentabiliser son jardin en termes monétaires, mais l'autre chose, c'est de penser aussi que, ben, tu sais, une vie, c'est vite passé, puis c'est le fun de ne pas faire tout le temps du 70 heures semaine pendant genre 6 mois. Fait que, tu sais, c'était comme un peu de voir, de tester cet équilibre-là, puis je trouve qu'on l'a bien testé, puis justement, je pense qu'on a une belle formule d'échelle de production pour bien répondre à la demande, mais en même temps, justement, de se dire combien de gens, on pourrait être une équipe de combien pour comme, être optimal, puis pas s'épuiser aussi. On pourrait dire qu'il ne mène pas la vie dure, qu'il ne manque de